Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïcia Tirel, préparateur physique, cavalière professionnelle, enseignante d'équitation et ancien membre de l'équipe de France de concours complet. J'ai à cœur de valoriser le plus possible la préparation physique dans le milieu équestre et de vous partager ces moments-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir à la rencontre de Sébastien Cavaillon, cavalier olympique, cavalier de haut niveau international en concours complet, qui a réussi à intégrer complètement la préparation physique dans son quotidien depuis maintenant des années. Et nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il a réussi à impliquer ça dans sa vie. On relâche, on change. Bonjour Sébastien. Hello. Merci de nous inviter chez toi. Avec plaisir. On est super content d'être ici. En plus, il fait beau en Normandie. C'est pas vrai en fait qu'il pleut tout le temps. Non. Même au mois de mars. Incroyable. Alors, on va te présenter brièvement quand même, remettre un petit peu le contexte. Donc, tu es cavalier de haut niveau international, membre de l'équipe de France CCE depuis plusieurs années à présent, spécialiste des épreuves 4 et 5 étoiles. Donc vraiment le top du sport, toujours en CCE, basé au Haras de Montmal. Donc on est ici chez toi, au Haras de Montmal, depuis, donc tu disais, à peu près 15 ans. Ça fait exactement 13 ans qu'on est installé ici, ouais. Ok, super. Très connu pour tes chevaux comme Ellipso de la Vigne ou Sarah d'Argouche, que tu as emmené au plus haut niveau. C'est ça. Ellipso, c'est mon cheval de tête actuel, et, qui a 12 ans. Et Sarah, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, était mon ancienne jument de tête avec laquelle j'ai participé en effet aux plus grosses épreuves de la planète. C'est ça. Et que tu as formé, toi? Que j'ai formé, je l'ai récupéré à partir de l'âge de 6 ans, dans l'hiver de 6 à 7 ans. Et en gros, j'ai commencé à monter cette jument-là à l'âge de 7 ans en compétition, jusqu'à la fin de sa carrière. Incroyable. Donc ton parcours, à peu près. Donc tu es né en 1983, donc tu es encore très très jeune, évidemment. Tu commences l'équitation à l'âge de 8 ans. Ouais, au Poney Club de Vélizy-Villacoublay dans le 78. Ok, je savais même pas du coup. Ouais. Ok, donc dans les Yvelines. Champion de France Club en CCE dès le début. Ouais, ça c'était avec l'ACBB à Boulogne, dans le 92. Ok, ouais. Ok, incroyable. Mon premier pas à cheval. Donc à la base, plutôt Île-de-France, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, excellent. Tu passes professionnel, tu intègres rapidement le circuit international, tu crées ta structure équicomplet et développes un vrai système de valorisation de chevaux. Ouais. Donc, c'était l'idée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cavaliers qui commencent par le sport et s'installent plus tard. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai préféré d'abord m'installer, avoir une base solide et ensuite développer le haut niveau de manière pérenne. Donc on va rappeler aussi un petit peu ton palmarès, tes performances. Vainqueur et classé en CCI 4 étoiles plusieurs fois. Participation aux 5 étoiles de badminton et Burghley avec Sarah du coup, principalement. Ouais. Médaillé de bronze par équipe au championnat d'Europe en 2025. Sélectionné réserviste pour les Jeux Olympiques de Tokyo et Paris. Donc tu travailles dans une écurie du sport d'à peu près 20 à 30 chevaux. C'est ça. Tu as une approche plutôt très progressive et technique du cheval de complet. Ouais, je suis très sur le fonctionnement du cheval. Je m'attache beaucoup à ça. Dès le plus jeune âge, juste comme mes chevaux de sport de haut niveau, on est très très focalisé sur le fonctionnement, que ce soit sur le dressage ou à l'obstacle. Donc prendre le temps, t'adapter à chaque cheval et vraiment réussir à faire en sorte qu'il dure dans le temps. C'est ça. Ta vision donc est plutôt moderne. Tu allies la performance, le respect du cheval et la longévité. C'est une super conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Donc, on en avait discuté un petit peu. Tu interviens également dans des formations enseignants, donc en tant que professionnel, athlète de haut niveau, en tant que gérant de structure aussi. Tu donnes des stages aussi à des enseignants ou à des cavaliers qui le souhaitent grâce au comité de la région. Oui, tout à fait. Ok, super. On a fait plusieurs stages comme ça, que ce soit avec des élèves moniteurs qui souhaitent devenir enseignants dans l'équitation ou simplement des amateurs qui souhaitent progresser à cheval. Ok, donc nous on est là aujourd'hui parce qu'on est intéressé par ce que tu fais dans ta préparation physique au quotidien en tant qu'athlète de haut niveau, en tant que cavalier de haut niveau. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Comment est-ce que tu arrives à gérer ton planning de gérant d'entreprise, d'athlète, de coach? Comment tu arrives à vraiment faire en sorte de tenir dans le temps également toi, au même titre que tes chevaux? Et donc c'est pour ça que je vais aborder les questions sur la préparation physique du cavalier avec toi. Voilà, j'ai enlevé mon manteau pour être un peu plus à l'aise. Alors, moi, ça m'intéresse énormément, vraiment, de savoir depuis combien de temps est-ce que tu as inclus la préparation physique dans ton programme d'athlète?
Ça fait pas mal d'années que je me suis mis à faire du sport en parallèle de ce que je fais déjà, de la préparation physique en tout cas. J'ai été beaucoup en salle de sport, j'avais pris un abonnement dans une salle, dans un groupe, et donc du coup voilà, j'allais 2 fois par semaine à la salle. Et en fait c'était une vraie contrainte, pas que financière mais surtout de temps, c'est-à-dire qu'il y avait quand même le temps d'aller jusque là-bas et revenir, je perdais 40 minutes par jour. Ouais. Donc j'ai continué le plus possible et en fait j'ai rapidement eu un coach de sport privé, surtout dans la préparation des Jeux de Paris. On a eu des aides de l'ANS, donc de l'Agence nationale du sport, qui nous a permis d'avoir pas mal de choses pour préparer ces Jeux. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un coach privé qui venait à domicile. Donc toute fin d'année 2023 jusqu'à 2024, j'ai un coach qui venait donc 2 fois par semaine me faire travailler. Et à la suite des Jeux, ce contrat s'est arrêté. J'ai voulu le continuer avec ces gens-là et en fait le budget était vraiment énorme. Donc j'ai dû trouver une autre coach que vous verrez cet après-midi, avec qui je travaille maintenant depuis un an, une saison entière avec elle, depuis l'année dernière. Et qui vient pareil 2 fois par semaine me faire travailler sur la prépa physique. Donc nous allons passer à la partie préparation physique avec la coach de Sébastien Cavaillon. Donc nous allons faire la séance ensemble. Allez, let's go, c'est parti. Allez, on y va, on commence. On enroule la tête, on descend les épaules, les bras. On vient mettre les mains au sol et fesses en l'air. Je pousse. Et on revient. 2. J'envoie. 3. J'envoie. 4. 5. Et je reste le coude au sol. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Ok. Alors, vous me dites quand vous êtes prêts? Allez, on est parti. Ouais, là c'est la diagonale. Et t'essayes de pas bouger, de bien souffler. Super. Bien ça. Pensez à chaque fois à bien souffler, hein. Restez pas en apnée. Attention, on est parti. Parti. Est-ce qu'il y a eu un jour, un déclic qui t'a fait dire vraiment, il faut que je travaille ça à côté en plus de ce que je fais? Alors le déclic, il est malheureux, mais c'est en 2017 quand j'ai subi une grosse chute en fait en Angleterre avec Sarah, la jument que je montais à l'époque. J'ai fait une chute rotative sur le cross qui aurait pu m'être fatale. Et la chance dans mon malheur, c'est que j'ai eu juste une dislocation de la hanche droite. Donc la dislocation de la hanche droite, c'est faut s'imaginer donc la tête du fémur qui est dans le cotyle, qui est dans l'articulation, donc est sortie du cotyle et elle a cassé évidemment le cotyle. Donc j'ai eu 2 opérations, une réduction de la luxation et la réparation du cotyle. Donc ça s'est passé en Angleterre évidemment, c'était sympa, loin de chez soi. Ah ouais, c'est clair. Et donc j'ai été alité pendant un mois avec des béquilles, un mois en salle de rééduc avec des kinés. Voilà. Et en fait, à la suite de ça, j'ai gardé cette envie et cet objectif de prendre soin de mon corps pour justement pouvoir continuer, quoi. Ok, t'as senti une différence en fait? J'ai senti une différence dans le sens où je me suis dit quand même c'était un peu paradoxal qu'on soit tellement attaché à l'athlète cheval et à vouloir avoir une musculature et un fonctionnement du cheval le meilleur possible et de ne pas l'être nous.
en tant que cavalier, sachant que ça reste quand même un sport physique. Pour vous donner un exemple, on était donc hier à la plage pour galoper les chevaux pour le travail de fond, et j'ai une de mes cavalières qui avait sur elle un cardio-fréquence-mètre. Et donc pendant la partie de galop, elle était à plus de 180 pulsations minutes. Ok. Donc c'est l'équivalent de quelqu'un qui fait un jogging, hein, qui court, quoi. Donc ça reste physique. Et c'est pas que cardio, on travaille beaucoup de muscles. Enfin, on verra ça tout à l'heure, mais avec la préparation physique. Mais oui, donc j'ai eu un peu ce côté-là où, ok, il y a eu la chute et le fait qu'il fallait que je reprenne un état physique correct pour pouvoir assumer mon sport. Et à la fois cette démarche de dire, ok, là, il y a l'athlète cheval, mais il y a aussi l'athlète cavalier. Et un peu ce regret de finalement dans la préparation du cavalier, que ce soit en club, etc., et quand on progresse, où on nous inculque pas ça en fait. C'est-à-dire qu'on nous inculque à échauffer un cheval avant de travailler, mais on ne nous inculque pas d'échauffer le cavalier avant de se mettre à cheval. Et pourtant, les muscles vont travailler, les ligaments, tout, enfin les articulations, et c'est pas normal. Donc finalement, c'est de rentrer dans mon système et dans mon quotidien. Alors maintenant, ça me paraît complètement normal. Et j'essaye maintenant de le transmettre et de le dire à mes élèves, à mes cavaliers, aux gens qui viennent en stage, etc., aux élèves moniteurs, qu'il faut essayer d'inculquer aux futurs cavaliers, aux élèves et aux gens qui pratiquent aujourd'hui, de faire un peu de sport à côté, en plus de l'équitation. Donc là, maintenant, pour toi, c'est vraiment une pratique indispensable, en plus de ton quotidien. Ouais, c'est indispensable parce que ça me permet de rester fit aussi pour mes chevaux. Parce qu'au niveau, tous les petits détails comptent. Donc il faut rester fit, il faut être tonique, il faut être souple. Et mine de rien, je vieillis. Comme tu le disais tout à l'heure, je suis né en 1983. Donc ça va faire 43 ans cette année. Et si je veux pouvoir durer dans le temps, et on sait qu'à partir de 25 ans, le corps humain il décline. Donc il faut s'entretenir le plus possible. Et c'est vrai que les jeunes, s'ils s'y mettent tôt, ils galéreront moins que moi en fin de carrière. C'est clair. Et en plus, on a la chance d'avoir un sport qui se pratique, on va dire, pour l'instant sans limite d'âge, donc à haut niveau. Donc c'est vrai qu'autant en profiter, comme tu dis, dès le plus tôt possible. La limite, c'est pas l'âge, c'est le corps. Hein. C'est le corps qui vous dit que vous pouvez continuer ou pas. Hein. Clairement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble une journée type pour toi? Alors ça peut être une journée où tu inclus ta préparation physique. Quand j'ai sport, en gros, je commence à 6h45, je suis à 7h aux écuries. L'idée, c'est d'avoir terminé les box, le foin, balayé, etc. Toute la partie intendance pour les chevaux avant 8h. À 8h, j'ai la coach de sport qui arrive, et donc j'ai ma séance de 8h à 9h. On fait 1 heure de sport ensemble. Et après, j'entame ma journée classique avec le travail des chevaux, le coaching. Donc je vais soit de 9h à midi, je vais soit monter à cheval, soit donner des cours. Et de 14 à 19h, la même chose. Avec une petite pause déjeuner et une petite sieste le midi. Parce qu'à mon âge, on fait une petite sieste. Ok. 20 minutes et on est reparti. Ouais, comme en 40, comme on dit. Et jusqu'à 19h en gros. Et après, au-delà de la partie travail des chevaux et coaching, il y a toute l'intendance de la structure parce qu'on est chez nous. Et donc il faut tondre la pelouse, réparer les clôtures, enfin bref, l'entretien d'une grande propriété, parce qu'ici on est quand même sur 7 hectares et demi. Sur cette parcelle-là, enfin sur la partie écurie, et on a la ferme à côté où on a l'élevage et le spring garden, là, le terrain de cross, où il y a 25 hectares à entretenir. Ah donc ça fait du boulot. Ouais. Mais est-ce que tu penses que la séance de sport que tu fais, elle te prend beaucoup trop de temps dans ta journée pour la faire, ou est-ce que tu trouves que finalement ça se... Non, je m'oblige. Après, je commence un peu plus tôt parce que sur une journée classique, je vais commencer on va dire une demi-heure plus tard. Ok. Mais je pense que l'heure de sport, alors moi, elle est importante par rapport à ce que je veux faire et à mes attentes de sportif de haut niveau. Après, pour une personne normale qui a son taf à côté, qui est amateur, qui monte à cheval, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'essaie de dire, et quand on en discute avec les amateurs qui viennent en stage et qui viennent prendre conseil, souvent on dit on n'a pas le temps. En fait, si, on a le temps. C'est juste, il faut être capable de trouver le bon créneau. C'est-à-dire que de la préparation physique, c'est pas forcément 1 heure en salle à transpirer. Ça peut être déjà travailler son assiette, son bassin, et ça peut se travailler sur une Swiss ball quand on est assis devant son bureau. Il y a plein de contextes en fait. Vous êtes devant votre miroir en train de vous brosser les dents, vous pouvez travailler vos chevilles, vos genoux. Il y a plein de moments en fait dans la journée où si vraiment vous avez pas le potentiel de bloquer une demi-heure, 1 heure au sport,
mais finalement, dans votre journée, vous allez être capable sur des petits moments de le faire. Et je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que c'est pas nécessaire d'avoir une heure bloquée à ça. Ça peut être dilué sur la journée. L'essentiel, c'est de faire Et dans tous le ces... quotidien. Exactement. Ouais. Quand tu es en concours, est-ce que tu arrives à toujours te laisser un petit peu de temps avant tes épreuves, un moment pour toi, un peu pour te recentrer, pour t'échauffer, pour te mettre dans des conditions avec toi-même qui te permettent d'être performant? Tous les matins dans mon camion, j'ai mon petit tapis de sol et je fais mes exercices. Ok. Et en plus, souvent, entre chaque cheval, je fais des étirements justement pour les adducteurs, pour les zones un peu qui sont à risque. Je m'étire le dos, les adducteurs, etc. Avant de remonter en selle. C'est rare hein, finalement, enfin, moi maintenant ça fait longtemps que je suis plus trop sur les terrains de concours de haut niveau, mais on en voit quand même assez rarement. On n'est pas nombreux à le faire. On va pas se mentir. C'est ça, c'est un peu, ou alors voilà, ça peut être, une fois j'avais surpris Arnaud Boiteau c'était à Linières, le faire dans le camion de l'ENE avec un élastique et je m'étais dit mais c'est tellement rare en fait de voir cette image-là dans un contexte comme ça et c'est vrai que ça interroge et ça surprend. Alors que c'est normal parce que dans d'autres sports finalement on voit ça. À l'époque, encore aujourd'hui c'est pas ancré dans les mœurs quoi. Donc c'est sûr que ça fait un peu bizarre de voir des cavaliers faire ça, mais en fait il faudrait qu'on le fasse tous quoi. Ouais, clairement. En fait. Pour toi c'est quoi le plus dur tu penses entre trouver le temps ou garder la discipline? C'est une bonne question, un peu des deux. Un peu des deux parce que quand on est dans le rush, qu'on enchaîne des concours et avec la fatigue qui s'installe, on peut avoir envie un peu de lâcher l'affaire sur ce genre de choses. Mais mon objectif de haut niveau et d'équipe de France et de championnat prend le dessus en permanence. Donc je pense que le jour où je vais arrêter le haut niveau, ça va être plus compliqué en effet. Ouais. Mais à côté de ça, j'ai quand même cette envie de garder cette hygiène de vie en fait. J'ai pas envie, si j'arrête le sport de haut niveau, de me dire je vais grossir, devenir une larve et non, ça va pas être possible. Ouais. Donc du coup, il est fort probable que je continue derrière justement pour essayer d'entretenir ça le plus longtemps possible. Il y a cette notion de prendre soin de soi, clairement. On va parler un petit peu de tes axes d'amélioration que tu estimes sur toi. Alors, parle-nous un petit peu, généralement, tes séances avec ta coach, vous travaillez une spécificité par rapport à des problématiques que tu peux rencontrer ou c'est assez général finalement? C'est assez général et certaines parties peuvent être un peu plus spécifiques, mais ça, elle pourra t'en parler mieux que moi. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler toutes les parties du corps et d'insister évidemment sur celles qui vont trinquer le plus à cheval et d'essayer d'améliorer celles qui peuvent m'aider et auxquelles on ne pense pas. Et c'est vrai que ceux-là sont un peu douloureux, pas se mentir. Bah oui, bien sûr. Parce que ceux qui sont, on va dire, les muscles qui sont en travail au quotidien quand on monte à cheval, c'est fastoche. Me faire des squats, je peux faire ça toute la journée, c'est pas un problème. Par contre, faire du gainage des lombaires, ça c'est douloureux. Faire travailler les rotateurs, etc. Enfin voilà, il y a un tas de muscles qu'on travaille peu et qui sont là pour nous aider finalement à tenir notre corps droit et à être efficace à cheval. Et tous ces petits groupes musculaires, comme on les fait pas bosser au quotidien, ils piquent. Tout à fait. Et c'est là où on rentre sur un travail plutôt de prévention pour éviter, donc pour solliciter des muscles qui ont tendance à pas beaucoup travailler. C'est là où on peut tomber dans des blessures. Exactement pareil pour les chevaux. C'est pour ça que nous, les chevaux de complet, c'est très intéressant ce qu'on fait parce qu'on est très polyvalent dans les pratiques qu'on leur fait faire sur du terrain varié ou alors sur des attitudes de dressage ou alors aussi bien sur des extensions de dos comme sur le CSO. Donc là, nous, c'est pareil. On va avoir la même attente. Il va falloir qu'on soit polyvalent sur plusieurs disciplines. Et en effet, c'est là où les préparateurs physiques vont être intéressant de nous amener dans des disciplines et des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de faire pour durer dans le temps. C'est ça. Tout comme un footballeur va pas, pour réussir à être performant au football, va pas faire que du football, va devoir aussi aller travailler ses adducteurs, ses abducteurs qui sont moins confortables que ses ischios et ses quadriceps, mais qui seront nécessaires pour qu'ils puissent durer dans le temps. C'est ça. Et pour avoir fait les tests de sportifs quand j'ai été donc à Caen là, avec cette équipe là qui m'a suivi jusqu'aux Jeux de Paris, c'était assez intéressant parce qu'ils ont beaucoup de sports, dont beaucoup de footballeurs. Et clairement, le cavalier, son muscle qui est le plus fort, c'est les adducteurs. Hein. Ils n'avaient personne, à part moi, capable de serrer aussi fort. Oui, bien sûr. Et par contre, l'inverse, l'abduction, catastrophique. Enfin, on est nuls. Super nuls.
C'est trop intéressant. Toi, dans ta progression, donc, qu'est-ce que tu as dû améliorer vraiment drastiquement physiquement? Le gainage, particulièrement le gainage, et après la souplesse de mes adducteurs, parce que finalement nos muscles sont très dans la fermeture. Oui. Et on se finit, enfin il y a beaucoup de cavaliers qui se font mal, qui se claquent les adducteurs. Oui, c'est une pathologie qui est très récurrente. Oui. Et donc du coup c'est de les préserver. Donc là ça va être plus en amont de travailler justement des étirements, travailler justement ces muscles-là différemment par rapport à ce qu'on leur fait subir dans le quotidien. Au quotidien, oui. Et donc il y a ce côté-là préventif et curatif un peu mélangé. Et justement des axes d'amélioration sur le gainage, sur la proprioception, sur la tonicité, et puis même après sur certains exercices, on va être aussi sur la concentration, c'est-à-dire qu'avec la fatigue de votre séance, on va être moins focus, mais sauf que quand vous êtes en compétition, avec la fatigue, il faut rester focus. Donc on a aussi ce travail-là à faire qui est intéressant. Une espèce d'endurance de force, mais en gardant la lucidité de l'esprit. La lucidité, c'est ça, le bon terme. Ouais. Du coup, Louise, j'avais une question à te poser. Est-ce que depuis que tu travailles avec Seb en préparation physique, tu as remarqué des vraies évolutions dans son fonctionnement, de manière générale? À chaque fois que tu le vois, tu trouves qu'il progresse sur les séances? Alors pas à chaque fois que je le vois d'une semaine à l'autre, mais sur du long terme, oui. Déjà, ça a commencé. Moi, j'ai récupéré entre guillemets Seb post-accident. Donc, on a commencé par faire un petit peu rééducation et reprendre très progressivement le travail, tout ce qui va être résistance musculaire. Et au fur et à mesure, oui, on a trouvé beaucoup plus d'aisance sur des exercices de mobilité, de souplesse, beaucoup moins de raideur et un mieux-être pour lui pré-concours et post-concours quand il y a beaucoup de sollicitations. Et après, on cherche aussi à pouvoir mieux encaisser les fortes intensités, mais aussi les chocs, parce que l'équitation, ça reste un sport à risque où il y a des chutes. Donc, c'est aussi être en état que le corps puisse absorber les chutes et repartir sans trop de séquelles. Donc, sur du court terme, on le voit peu, mais sur du long terme, un an et demi, oui, il y a des nettes améliorations, que ce soit au niveau de la résistance musculaire, de la souplesse, moins de petits traumas et puis toujours entretenir le cardio pour garder la lucidité, que ce soit dans l'effort, après l'effort. Donc ouais, je pense que c'est vraiment indispensable du jeune cavalier ou du cavalier loisir au cavalier de haut niveau. Good job! Yes! Merci Louise! Good job! Allez debout, papy! Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire plus tôt? Ah, tout. En vrai, j'aurais aimé qu'on m'inculque ça beaucoup plus tôt pour justement être aujourd'hui plus performant et plus... plus prêt physiquement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis obligé de faire des efforts énormes pour en fait compenser ce manque qui n'a pas été fait et qui n'a pas été entretenu jeune. Et je dirais que ouais, c'est dommage d'avoir attendu si longtemps. Alors après, voilà, c'est le système qui veut ça et on nous a inculqué et éduqué ça comme ça. Et c'est vrai que maintenant, je m'oblige à le faire. Je vois les résultats, donc j'en suis satisfait. C'est pour ça que je continue. Mais je me dis, ouais, j'aurais aimé connaître ça avant et pour qu'aujourd'hui, ce soit beaucoup plus facile. Et que je souffre moins de mes séances. On va parler un petit peu du concours complet, du coup, qui est ta discipline de cœur depuis toutes ces années. Quelles sont pour toi les qualités physiques indispensables pour faire du concours complet? C'est une vaste question. C'est une vaste question parce que du coup, comme c'est un triathlon, il y a 3 disciplines qui sont diamétralement opposées. On a le dressage où on va nous mettre dans une attitude un peu droite, un peu style piéton. Alors certes posé sur nos ischions, mais voilà, on nous demande d'avoir une tenue droite avec la jambe descendue et avec une selle qui nous permet ça, mais qui est assez contraignante et qui, moi personnellement, me détruit les adducteurs. Donc voilà. Après, vous avez la partie saut d'obstacle où on va être plus en flexion, plus un peu type squat. Mais c'est très court, donc ça va être très intense et en 2 minutes c'est terminé. Et après il y a la partie endurance où il faut être solide de bout en bout sur le cross, où quand on part sur 12 minutes de cross, on a 12 minutes d'effort intense où il faut être capable de travailler sa respiration, son équilibre, son gainage,
Et d'être capable d'avancer, revenir, enfin voilà, de tenir son cheval, parce que faut imaginer qu'on monte un cheval qui va faire entre 500 et 600 kg, lancé à près de 50 km/h. Donc du coup, entre 35 et 50 km/h, et donc il faut gérer cette masse qui va dans le mouvement en avant et pour aller sauter des obstacles en sécurité et arriver au bout de notre effort, quoi. Ouais. D'où l'importance de vraiment connaître son corps, de se forcer à respirer dès le début, pour vraiment tenir le cardio, comme quand tu fais par exemple des circuits training avec... Ouais, complètement. Voilà, on sait que l'oxygénation, les muscles, ils en ont besoin pour tenir le coup. Donc si on s'oxygène mal, les muscles vont trinquer, et du coup on fatigue et on peut ne pas avoir les bons réflexes au bon moment, pas donner la bonne indication. Et on sait très bien qu'à ton niveau, c'est vraiment... Et on revient sur cette fameuse lucidité où, voilà, malgré une fatigue qui peut s'installer, il faut rester lucide parce que ça peut en effet être fatal. Ah ouais, tout à fait. Est-ce que tu ressens de la fatigue qui impacte ta monte, par exemple, de fin de cross sur des gros cross? Je dirais que la fatigue alors musculaire et cardio, pas forcément. Tu t'en rends compte peut-être à l'arrivée quand tu descends de cheval et que tu es essoufflé. Parce qu'il y a quand même l'adrénaline de la compétition qui fait qu'on est super focus et on est un peu dans notre bulle. Par contre, le manque de lucidité, je m'en suis déjà rendu compte parce que je suis déjà tombé en fin de parcours parce que manque de lucidité. Donc en fait là tu remets en question un peu ta façon d'avoir appréhendé la compétition, de ta préparation et du coup comprendre pourquoi j'ai eu ce manque de lucidité à cet endroit-là et qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Donc c'est un travail, c'est en faisant la bêtise qu'on s'en rend compte, hein, évidemment. Donc après c'est quelque chose qu'on gomme, on essaie de gommer et maintenant j'essaie qu'en effet à la fin de mon cross je sois comme je suis parti finalement au départ. Alors j'exagère, mais à haut niveau on monte plusieurs chevaux et des fois on peut enchaîner trois crosses de haut niveau. Vous vous rendez bien compte que là on se retrouve à faire une demi-heure de sport intense. Donc c'est encore plus vrai pour le troisième parce que il va falloir être lucide et être encore tonique et savoir tenir le cheval, etc. Et après ça aussi c'est avec l'expérience, quand on connaît bien nos chevaux, on va savoir quand on va en compétition internationale, on a le choix en fait de faire passer nos chevaux dans un certain ordre. Et moi je fais souvent en sorte de ne pas prendre alors ça dépend en fait les chevaux que j'ai, mais c'est pas de garder le plus physique en dernier, quoi. Celui-là on essaie de le faire passer assez rapidement pour justement garder l'énergie pour les autres. Parce que si vous vous épuisez déjà sur vos deux premiers chevaux et qu'il vous reste le troisième qui est le plus physique, voilà, là on commence à rencontrer les problèmes, quoi. Ok, il y a une vraie stratégie à mettre en place en fait là-dessus. C'est bien, comme quoi il faut vraiment se connaître ses chevaux et optimiser les épreuves, quoi. Tout à fait. Sur quelle phase du CCE tu es toi le plus à l'aise? Sur quelle discipline des trois disciplines? Comme j'essaie d'être performant sur les trois, c'est difficile d'en choisir un. Après, celui que j'affectionne particulièrement pour sa technicité, c'est le jumping. J'aime beaucoup ce travail-là, mais parce que j'aime à nouveau le fonctionnement du cheval sur le saut. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me botte. Et donc c'est sur celle-là où on va dire, à mon sens, j'ai le plus haut niveau technique, ça serait sur celle-là. Après, je pense pas être trop mauvais dresseur au vu de mes résultats, donc ça doit aller. Et sur le cross, c'est là où j'avais encore quelques lacunes il y a quelques temps. Et cette année là, avec le nouveau staff qui s'est mis en place avec l'équipe de France, ils ont mis quelqu'un qui s'appelle Cédric Lerc, qui est un ancien cavalier de l'équipe de France, qui gère la partie cross. Et il m'a un peu pris sous son aile en me disant écoute, on va te faire progresser parce qu'on sent que c'est un petit point faible. Et ils m'ont fait bosser énormément sur ça pour avoir justement une équitation plus positive et moins interventionniste et plus safe. Et je dois reconnaître que sur la saison dernière, ils ont fait un boulot de dingue parce que j'ai vraiment un sentiment d'avoir progressé sur cette partie-là. Et je suis de plus en plus à l'aise et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là pour justement être encore plus performant à l'avenir. Ok, c'est presque un petit peu, pas du lâcher prise, mais presque un petit peu dans l'abord. Ouais, c'est ça, peut-être trop vouloir trop contrôler. Et ça, tu le retrouves... Mais est-ce que tu retrouves finalement dans la technique du jumping ou du dressage, où c'est très dans le contrôle? Oui, c'est vrai. Ce qui me correspond assez bien. Et dans le cross, où il faut être un peu plus dans le feeling, un peu plus dans le lâcher prise, je suis moins à l'aise. Et quand tu travailles avec ta coach, est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des exercices, des phases comme ça où tu sens que tu contrôles trop, que du coup tu perds de l'énergie à faire trop de contrôle? Pas forcément, mais plus dans l'apprentissage de mouvement. C'est-à-dire que quand elle va me proposer un exercice où il y a de la coordination, comme je suis très dans le contrôle, j'ai besoin de connaître par cœur le mouvement et l'exercice pour le faire
et aller dans l'effort, dans l'exercice, quoi. Et ça nous fait rire, parce qu'on se retrouve dans des situations assez cocasses, mais où par exemple quand vous mettez l'échelle au sol et qu'il faut faire des mouvements, etc., de rapidité et tout ça au sol avec les pieds, si j'ai pas... Oui, il y a une forme de lâcher prise là. Oui, quelque part. Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, c'est une vraie galère. Ouais. Du coup, c'est hyper intéressant parce que ce que tu travailles avec Cédric va être amélioré sur ces points-là que tu travailles avec du coup ta coach. Et tu le sais, c'est un vrai axe d'amélioration qui peut que t'aider à aller vers cette direction-là. Ouais. C'est génial. Ah non, mais c'est fantastique. Et pour les 3 disciplines, alors ils ont un peu galéré pour le dressage à nous faire entendre bien tous ensemble, mais et sur l'hippique avec Pascal Henry, ça se passe super bien aussi. On a un bon feeling. Donc ouais, non, c'est excellent. Ce nouveau staff, c'est très bien. Justement, en parlant de l'équipe de France, je vais rebondir là-dessus. Ouais. Donc quand tu es en stage avec l'équipe de France, est-ce que la préparation physique prend une place dans vos stages, dans vos regroupements? Est-ce que vous en faites ensemble? Préparation et récupération. Quand on est en semaine intensive là, d'équipe de France, on est au Pôle France. Et au Pôle France à Saumur, on bénéficie donc du CMS, qui est le Centre médico-sportif de l'ENE. Et donc on a un coach de sport et Charles Navalec. Oui, tout à fait. Ouais. Et qui nous propose de la préparation physique le matin et de la récup le soir avec bain chaud, bain froid. Ok. Tous les jours? Si on le souhaite. Ok, d'accord. Je te mentirais si je te disais que tout le monde vient. Mais J'imagine très bien. Déjà, si une fois dans la semaine, tout le monde y a été, c'est très bien. C'est ça. On va dire que pour les débuts, c'est très bien. Ouais. Et donc, vous faites donc des échauffements, vous n'allez pas chercher trop compliqué, vous allez surtout faire quoi comme exercice? Il nous fait faire beaucoup d'exercices de mobilité et de gainage. Très peu de cardio parce qu'après on a la journée à faire, donc finalement ils nous font, quand on est en tout cas à l'ENE, ils nous font faire très peu de cardio. C'est surtout vraiment de la mobilité et du gainage, du renfort. Ça fait pas longtemps qu'ils ont mis ça en place? Ça fait déjà un moment parce que moi Charles, ça fait, je ne saurais pas te dire depuis quand on bosse avec lui, mais avant d'avoir Charles, on avait la coach de sport des voltigeurs. Ouais, qui avait été mis en place, mais bon, c'était un petit peu à tâtons comme ça. Hein. Et là, ça fait, cette année, en tout cas, là, 2025 et 2026, on y va à fond. Hein. Il y a préparation physique et préparation mentale et ouais. Et ce que vous faites avec Charles, tu arrives à en discuter un peu avec ta coach à la maison? Mais d'ailleurs, je parle à Charles de ce que je fais à la maison, etc. Donc, il y a une continuité et même si les exercices ne sont pas toujours forcément exactement les mêmes, ça se rejoint complètement. Ok. Ouais, c'est bien, il y a un vrai suivi, quoi, du coup. Ouais. Et tu sens une différence? Alors, si on compare par rapport à avant, quand tu faisais pas de préparation physique et que tu étais à cheval, à maintenant, quand tu fais de la préparation physique et que tu es à cheval, est-ce que toi, tu te sens? Moi, je sens une différence. Ouais. Je sens une différence déjà dans ma tenue à cheval. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de lutter pour me tenir droit à cheval. J'ai pas besoin. Par le gainage, du coup, on a gagné énormément en tonicité du haut du corps par rapport à ça. J'ai gagné aussi en stabilité par rapport aux éventuels mouvements, parce qu'il faut se rendre compte d'une chose quand on n'est pas cavalier, on est sur un animal vivant de 500 ou 600 kilos. Il faut s'imaginer que vous êtes sur une barrique, concrètement, les jambes écartées sur cette barrique, en équilibre sur vos 2 pieds, et c'est complètement contradictoire par rapport au corps humain. Hein. Et donc du coup, on est en permanence en recherche d'équilibre latéral et longitudinal, parce qu'il y a le mouvement en avant. Donc du coup, il y a ce côté-là où vous êtes sollicité en permanence sur votre proprioception et sur votre équilibre. Et par le gainage et par justement ce travail de proprioception, on arrive à se stabiliser. On perfectionne, à se perfectionner là-dessus et à être beaucoup plus efficace, ne plus subir justement les petits mouvements parasites qui peuvent y avoir. Et d'être de plus en plus stable pour le cheval, pour être moins gênant pour le cheval justement, et être dans une équitation la plus positive et la plus légère possible, quoi. Pour la recherche de la performance, évidemment. Et de la durée dans le temps en performant. Ouais. Tout à fait. Donc en fait, la préparation physique avec le staff fédéral, c'est recommandé, mais absolument pas imposé. Exactement. Ok. Donc tu vois, toi, quand vous faites tous ensemble de la préparation physique, il y a une vraie différence entre les cavaliers? Ouais, sur leur fonctionnement. Je dirais pas de nom. Je vais pas balancer de nom. On va pas balancer. Mais oui, il y a une vraie différence notable dans la... Par exemple, entre ceux qui font un peu de préparation physique ou un autre sport à côté, ou ceux qui font rien, pas du tout. Il y en a qui sont sacrément raides.
c'est un sport déjà de base qui raidit beaucoup, Oui. aussi par la difficulté, aussi comme tu dis, quand tu dois entretenir ta structure. Je dirais que j'ai remarqué deux choses sur ceux qui font pas de prépa à côté. Il y a cette raideur qui s'installe et il y a aussi je vais pas dire décoordination, mais en tout cas, il y a un problème de coordination sur certains mouvements. C'est assez impressionnant. Ok, alors que l'équitation. Des mouvements qui me paraissent, moi, parce que je les pratique, assez faciles à réaliser. Oui. Et pourtant, certains luttent sur ça, alors que, comme tu allais le dire, je reviens là-dessus, quand tu es à cheval, il y a quand même une vraie dissymétrie et une vraie dissociation des aides. Ah ouais. Rien que l'indépendance des aides, c'est vraiment une action qu'on demande à avoir tout le temps. Exactement. Et donc c'est assez paradoxal, c'est assez intéressant. Ouais. Je dirais presque, pour moi là, depuis quelques années que je coach, que je monte et que j'enseigne la préparation physique, l'équilibre et la coordination motrice, je pense que c'est des piliers fondamentaux. Ouais. Et après, autour de ça, on adapte à quelques cavaliers, mais vraiment pour l'équitation, c'est la base. Donc c'est vrai que si on progressivement dans le temps, si on perd ces qualités-là, ça peut que desservir, forcément. Tout à fait. Ok, on va aborder, si tu es d'accord, le sujet des Jeux Olympiques de Paris. Moi, ça m'intéresse énormément de savoir, est-ce que vous aviez mis une préparation spécifique en place? On en a parlé un tout petit peu au début, tu disais que oui, que tu avais eu des aides du coup pour pouvoir t'entraîner. Est-ce que vous aviez eu des tests aussi, des tests un peu d'effort pour vous mettre en condition, ou peut-être plus pour Tokyo avec les conditions climatiques? Ouais, pour avoir fait les deux prépas, celle de Tokyo et celle de Paris, pour Tokyo, la fédération avait mis en place un vrai outil. On était allé à l'INSEP justement pour faire des tests à l'effort en chambre, je vais dire climatisée, mais c'est peut-être pas le bon terme. Ouais, en condition quoi. Vous étiez, pour nous mettre avec en fait le taux d'humidité, la chaleur, etc. Et alors évidemment, ils n'ont pas fait venir travailler nos chevaux dans une salle, mais ils nous ont mis sur des vélos. Avec le matériel qu'on allait utiliser en fait sur place sur nos chevaux, donc gilet de crosse, etc. Ah ouais, en vraies conditions quoi. Ouais, en vraies conditions, et nous mettre à l'effort justement avec pesée avant, pesée après, avec la flotte, etc. qu'on allait perdre, pour nous mettre vraiment dans les conditions extrêmes qu'on allait pouvoir vivre là-bas. Enfin que les gars ont vécu. Hein. Et pour Paris, c'était plus soft. Il y avait moins cette approche-là. Par contre, c'est là où moi j'ai eu les aides pour avoir cette préparation physique, parce que moi j'estimais qu'il fallait qu'on le fasse. Ah oui, ça venait de ton initiative. Ça venait de mon initiative pour Paris, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans la manière de s'entraîner au vu de cet objectif pour les JO? Alors oui, c'est un tout, c'est-à-dire que l'objectif était clair, parce que les Jeux ça se prépare pas 6 mois à l'avance. Moi ça faisait 5 ans qu'on était sur le sujet, et donc du coup ça a été 5 ans de préparation pour arriver jusqu'aux Jeux de Paris. Alors malheureusement pour moi ça s'est arrêté sur le banc de touche, mais j'ai été le réserviste, mais en l'occurrence en tout cas on était prêt, enfin moi je m'estimais prêt, le cheval était prêt, et j'ai été d'ailleurs finalement, sur les fameux 6 derniers mois donc de l'année 2024, avant les Jeux de Paris, j'ai été celui qui a été le plus performant en compétition de l'équipe de France. Donc ça prouve bien que la préparation était la bonne. Après, il y a un choix de sélectionneur qui m'a stoppé face à l'entrée des Jeux, mais parce qu'il y avait malheureusement que 3 cavaliers qui couraient l'épreuve, alors que sur un championnat classique, c'est 4 en équipe plus 1 ou 2 individuels. Là, pour les Jeux Olympiques, maintenant, ils ont réduit à 3 pour avoir plus de participants et plus de nations autour de la carrière. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait mal parce que c'est super frustrant de bloquer cette entrée. Mais déjà, ce qui est une victoire, c'est que tu peux considérer que ta préparation a été une réussite. Tu as été performant sur la période que tu souhaitais être performant, et tu étais vraiment, on va dire, au top de ta forme, comme tu l'avais envisagé, donc sur 5 ans. Donc on voit bien à quel point c'est important de prendre ça en considération dans le temps, à prendre de l'avance. Bravo à toi déjà, ça c'est une très belle performance. Et puis on sait à quel point c'est difficile de réussir à toi, durer dans le temps et faire attention à nos chevaux, à les préserver dans le temps tout en restant performant. C'est ça. On revient sur le fait que tu interviens donc dans les formations enseignants, que tu fais des stages régulièrement dans la région, des stages jeunes chevaux, des stages pour les enseignants, des stages pour les cavaliers de complet. Tu m'as dit que dans tes stages, tu faisais intervenir ta coach également pour sensibiliser donc les futurs enseignants, pour sensibiliser les cavaliers, faire en sorte qu'ils s'échauffent, qu'ils prennent les bons réflexes. Donc tu fais ça régulièrement. Ouais, on a lancé ça cette année-là. Cette année-là. 2026. Depuis janvier 2026, on a eu cette idée-là d'incorporer un peu plus
ce que nous on prépare, enfin ce qu'on fait pour la préparation de nos chevaux et de nous en tant que cavaliers pour les grosses échéances et de l'ouvrir en fait au grand public. Et je me suis dit justement pour sensibiliser les gens à être aussi athlètes que leurs chevaux, il fallait incorporer cette préparation-là. Et donc du coup, quand on organise nos stages, ils ne font pas que monter à cheval. Ils ont fait de la préparation physique, ils ont vu, pour donner un exemple, on a fait un stage de 2 jours au mois de janvier, ici. Et donc on leur a proposé préparation physique, on leur a proposé du coup de faire une partie soins sur les chevaux avec Magroom. Ils ont eu, enfin voilà, on a essayé de leur faire un panel un peu élargi par rapport à ce qu'on voit en stage d'habitude où les gens viennent juste pratiquer de la technique équestre. Et là, on a essayé de leur ouvrir un peu le truc un peu plus large et justement, et je pense que ça a marché parce qu'après on a refait un stage avec le COREN justement, donc le comité régional au Haras du Pin, où je leur ai proposé d'incorporer donc Louise qui est la préparateur physique et une masseuse pour les chevaux. Donc pareil, pour essayer de donner un petit peu de grain à moudre aux gens pour essayer de sensibiliser sur la santé du cheval, la santé du cavalier et d'avoir une vision un peu plus globale et pas que technique sur l'équitation. Oui, j'ai vu pas juste toi, consommateur quoi. Sur tes réseaux, tu travailles avec un masseur ou une masseuse pour les chevaux. Masseuse, ouais. Ouais, une masseuse. Est-ce que parfois tu échanges un petit peu à ce sujet? Moi, par exemple, je travaille avec une kiné depuis quelques années et ça m'intéresse toujours de savoir ce qu'elle retrouve comme tension sur mes différents chevaux. Ouais. Est-ce que c'est des tensions qui sont identiques à chaque fois? Et dans ce cas-là, je m'interroge un peu. Ouais. Je me dis, est-ce que c'est moi qui les rend asymétriques? Ouais, tu as parfois cette discussion-là. Ah bah, tout le temps. Je veux dire, dès que la personne intervient sur mes chevaux, on a un échange tout de suite derrière pour savoir exactement comment a vécu le cheval sa séance, parce que c'est souvent en récup qu'on les fait masser. Aussi en préparation, quand on est en compétition, mais principalement sur de la récup, c'est là où ça a le plus d'effet. Et de savoir justement comment est le cheval, comment il a vécu, comment il le récupère, est-ce qu'on n'a pas été trop loin, est-ce qu'on n'a pas trop tiré sur la mécanique, etc. Donc ouais, non, c'est hyper intéressant. Et comme tu dis, de justement voir est-ce que sur chaque cheval, je retrouve la même chose ou pas. Oui. Alors, je touche du bois, pour l'instant, chez moi, a priori, chaque cheval a un truc différent, donc ça me rassure. Ouais, mais c'est vrai, carrément. Et aussi, ce qui est rassurant, c'est quand ça évolue dans le temps. Alors, ça peut changer d'un côté à de l'autre côté, mais oui, tout à fait. Et puis après, voilà, à haut niveau, comme tous les petits détails comptent, on recherche vraiment à ce que le cheval soit le mieux possible dans son corps. Pour justement, il y a la préparation physique et technique, et dans cette préparation, il y a aussi ce phénomène d'être bien dans son corps. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est la partie qu'on essaye justement avec l'ANS et la MRP, donc la Maison Régionale de la Perf, qu'on voudrait mettre en place. C'est ce côté récup pour le cheval et récup pour le cavalier. C'est-à-dire de prendre soin aussi de son corps. Il n'y a pas que la prépa, il y a aussi la récup. Et pendant la période des Jeux de Paris, de la préparation des Jeux de Paris, j'ai eu accès, donc, par le biais de ces gens-là, de la préparation physique, à un kiné du sport, qui est le masseur en fait, des équipes de France de football. Et alors le gars, vous n'y allez pas pour faire un massage je crois que c'est chill et coolos. Non, ça fait mal de ouf. Ouais. Mais alors, les 3 jours qui suivent... incroyable. Incroyable. Vous êtes dans un corps tout neuf. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est vrai. Pour l'avoir vécu, par contre, sur le moment, c'est pas agréable. Non, en fait, le moment le plus agréable, c'est quand il arrête. C'est ça. Et qu'après, il retourne. Mais j'avais été prévenu en amont. Le coach m'avait dit, je te préviens, ça va pas être agréable. Je pensais pas que ça serait si désagréable. Mais il faut reconnaître que dans les 3 jours qu'on suivi, j'ai dit non mais là c'est un truc de dingue, il y a un corps tout neuf. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, il y a beaucoup de cavaliers qui font masser leurs chevaux mais sans vraiment se faire masser eux de temps en temps et se rendent pas forcément compte à quel point une séance de kiné ou de physio peut être intense pour un cheval. Ouais, et puis en plus, en tant qu'humain, on a des dissymétries, évidemment, et ça s'impacte sur le cheval. Et donc, si le cavalier n'est pas bien dans son corps, s'il a un défaut d'attitude, un défaut de position, etc., ça influe forcément sur le cheval. Donc, il y a des fois des choses où un cavalier va galérer sur un exercice, mais en fait, l'exercice, le cheval, c'est pas le problème. C'est le cavalier qui n'a pas la bonne posture ou la bonne technique. Oui, tout à fait. Si on pose une question très vaste, même si on le sait, toi et moi, est-ce que tu penses que les cavaliers sont assez préparés physiquement aujourd'hui, de manière générale? Non. La réponse est non. Pas. Surtout quand on compare par rapport à d'autres sports, d'autres disciplines. Mais quand je vois déjà, moi, à haut niveau, quand je vois que nous, on le fait pas tous, c'est le premier problème. Et après, le deuxième problème qu'on a soulevé déjà tout à l'heure, c'est que c'est pas inculqué aux plus jeunes quand on commence la discipline. Donc déjà, ça, le problème, il est là.
C'est-à-dire qu'il faudrait que quand vous commencez l'équitation, c'est pas juste 1 heure d'équitation, c'est on vous demande de venir en amont et vous faites votre échauffement avant de commencer à monter à cheval. Ça, c'est quelque chose qui est pour l'instant pas dans l'air du temps. Et après, je conçois qu'il y a un équilibre à trouver par rapport aux consommateurs, à la clientèle et à la rentabilité d'une structure. Mais ne serait-ce que d'avoir quelqu'un qui vous propose quelques échauffements et que vous les fassiez en amont de votre séance de sport, quelque part. Vous allez en salle, vous allez à la salle, à l'Orange Bleu ou à Fit Club ou je sais pas quoi, voilà, tous ces clubs de fitness. Vous attaquez pas à aller soulever de la fonte comme ça, vous vous échauffez. Donc en fait, c'est pareil. Le footballeur, il va pas aller courir sur sa pelouse pendant 90 minutes sans s'être échauffé avant. C'est dans tous les sports, on vous apprend à vous échauffer. Et finalement, dans notre sport, on ne nous l'inculque pas. Et ça, c'est quand même un vrai problème. C'est un sujet. Oui. Et après, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui assimilent le mot préparation physique à un peu un gros mot. Tout de suite, ils voient ça comme de la souffrance. De la muscu, quoi. De la muscu, de l'haltéro. Non, pas du tout. Et nous, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être très musclé. C'est ce qu'on en parlait justement avec Louise, ma coach, c'est que l'objectif, c'est pas de me faire prendre de la masse. Non, pas du tout. Parce que le morphotype, on le connaît. C'est plutôt fin, plutôt élancé. Donc non, en effet, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. On n'est pas là à chercher à prendre de la masse. On est justement à chercher à avoir des muscles assez fins, assez secs et toniques. Et donc, c'est pas en allant soulever de la fonte qu'on va être meilleur à cheval. Ça, c'est sûr. Non. Et qu'on n'a pas besoin de se mettre, c'est ce que j'essaye de dire à mes clientes quand je les motive à venir travailler avec moi en salle, on va pas se mettre dans le mal à chaque fois, pas du tout, il n'y a pas besoin. Et parfois, il suffit juste travailler la coordination. C'est pas fatigant musculairement parlant, par contre ça fait réfléchir beaucoup, mais c'est un travail qui est nécessaire. Mais en fait on se rend compte, mais je pratiquais déjà ça avec les coachs de camp training, on est sur du core training, c'est-à-dire qu'on utilise le poids de corps. Ouais. On n'a pas besoin, finalement les outils, on a très peu de choses. Vous allez chez Decathlon, vous achetez un Swiss Ball, des élastiques et 2 haltères et c'est terminé, quoi. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il y a très peu de besoin de matériel et c'est vrai que du coup dans une structure, dans mon écurie, quand on vient ici, soit quand il fait beau, on est dans la pelouse, ou alors on est dans le Barnes, dans les écuries. On trouve toujours un endroit pour se poser. C'est assez facile, quoi. Pour aller courir, travailler un peu le cardio ou l'explosivité. Je vais sur mon terrain de cross, j'ai des petites buttes, faire un sprint dans une montée qui fait, même si ça dure que 10 mètres, faites un sprint dans une montée dans l'herbe, ça vous envoie déjà le cardio assez haut. Ouais, clairement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une salle forcément, il faut juste avoir, je pense, la bonne personne et un peu de motivation. Clairement. Bon, c'est pas évident comme question, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui dans notre milieu pour réussir à démocratiser un peu cette approche de la préparation physique ? Déjà, rappeler, je pense, aux enseignants qu'ils sont profs de sport, déjà. Ils ont une carte de professionnels du sport, quoi. Pas juste d'enseignants techniques. Et d'essayer de justement inculquer à leurs élèves, alors déjà soi-même, il faut l'être soi-même avant de pouvoir l'inculquer aux autres, d'avoir cette hygiène de sportif et de mettre en place, je pense vraiment, dès le plus jeune âge, vous commencez l'équitation, on commence par vous dire on s'échauffe, puis on monte à cheval. Je veux dire, sur une séance d'1 heure, au départ, le cavalier, il n'a pas besoin de monter pendant 1 heure non-stop. Donc, quand il commence, même si c'est une question de rentabilité, je pense que dans l'heure, on doit pouvoir faire rentrer l'échauffement et la partie équestre. La partie technique, elle arrivera plus tard. Et si la personne elle a vraiment envie de progresser techniquement, elle va monter plusieurs heures par semaine. On ne va pas se contenter d'1 heure par semaine. Ça, on progresse très peu. Donc voilà, et après quand on est cavalier amateur et qu'on a son propre cheval, là on monte tous les jours, ou au moins 6 jours par semaine. Et donc du coup, il y a ce quotidien qui rentre en place et je pense qu'il faut vraiment que les gens... Mais je pense que les gens commencent à l'entendre. C'est-à-dire que moi quand je vois dans mes stages, quand j'en parle, même des personnes qui sont un peu en surpoids sont prêts à l'entendre. Avant, c'était compliqué, c'était un gros mot. De dire aux gens qui sont un peu trop lourds ou trop fat ou pas assez toniques, c'était très compliqué. Et je trouve que... Alors, je sais qu'on est dans une culture aujourd'hui où c'est un peu difficile, on ne peut plus rien dire aux gens, ça devient très compliqué, très politique. Mais j'ai le sentiment quand même que dans notre sport, par rapport au cheval, il y a cette envie de bien-être du cheval qui prend de l'ampleur. Et du coup, les gens se remettent un peu plus en question et sont plus ouverts par rapport à ça. Oui, il y a un juste équilibre, je pense, à trouver dans tout ça. Oui, parce qu'il faut se dire une chose, une personne qui est en surpoids, elle est forcément en galère sur certaines choses. Après, une personne en surpoids peut avoir une équitation légère. Et à l'inverse, une personne qui peut vous paraître
pas très grande et Tout assez à fait. fit peut avoir une équitation très lourde Très et dur, néfaste pour oui, le cheval. oui. Donc il y a tout un équilibre à trouver et je pense que de parler de poids, c'est comme parler d'argent, il faut être ouvert. Il y a pas, en France, le français est assez fermé par rapport à tout ça. Oui, Pas envie oui, de parler oui, de son tout à poids, pas envie de parler de son salaire. Et toutes ces choses-là, il faut arriver un peu à ce que ce soit plus des tabous, quoi. Il faut arriver à en parler librement. Bah, en tout cas, si on a envie de progresser, tu vois, si on a C'est envie, exactement ça. voilà, C'est-à-dire que c'est si tout. vous n'avez pas envie de progresser, en effet, vous faites ce que vous voulez dans Bah votre coin, voilà, personne ne vous exactement. emmerdera. Mais on réadapte les objectifs. Exactement. Venez pas en stage avec un cavalier de haut niveau si c'est pour pas être prêt à entendre ce que le cavalier de haut Tout niveau à fait. va vous dire. Oui. Exactement. Oui, Et oui. j'ai eu un exemple très concret là cet hiver d'une cavalière qui est venue en stage. Alors c'était pas avec moi, c'était un stage avec un cavalier international étranger qu'on avait fait venir en Normandie et où la cavalière a pas était prête à entendre que son cheval n'était pas prêt physiquement et qu'elle avait au moins 2 ans de taf pour que son cheval soit prêt à être performant. Et elle l'a pas apprécié. Oui, parce qu'ils prennent personnellement. Exactement. Parce qu'ils prennent pour eux alors que c'est un fait. Et c'est un fait. Et en effet, il va falloir mettre du temps à ce que le cheval se refasse un physique, etc. Oui. Et donc, et tout se fait pas en claquant des Tout doigts. à fait, tout à Et fait. on est comme dans une société de consommation où on a besoin d'avoir tout de suite. Oui, Et, Tout à fait. et du coup, c'est vrai que ces choses-là où on sait que c'est du long terme, oui, c'est plus compliqué à vendre. oui, tout à fait. Et je trouve que tu as raison, et c'est aussi, je trouve, le rôle des coachs de réussir. C'est exactement, tu as commencé à répondre à la question par ça en disant les coachs sont des profs de sport, ils doivent être capables d'avoir le discours qui va avec ça et l'attitude qui va avec ça. Mais C'est là, ça. c'est exactement la même chose. On ne peut pas promettre des choses à nos clients sans avoir derrière des conséquences, de l'investissement financier, temps et complètement. physiquement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, exactement. Du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être mis en place pour que la préparation physique prenne une vraie place dans la vie des cavaliers ? Je pense que c'est un problème qui est fédéral, c'est-à-dire qu'il faut que la Fédération française d'équitation s'engage un peu plus dans cette voie-là. Elle commence à le faire, hein, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent là-dessus pour que justement, dans l'enseignement de nos enseignants, on leur inculque ça et qu'après, eux, une fois chez eux dans leur structure, ils puissent Mettre ça en justement place. mettre ça en place. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de mettre un peu de prépa physique, un peu d'échauffement, en tout cas, déjà si on arrive à faire ça, un minimum d'échauffement du cavalier avant sa séance d'équitation, on aurait déjà fait un énorme pas. Oui, tout à fait. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment, par exemple, vraiment des choses à mettre en place dans les formations enseignants, Ouais. peu importe le niveau, pour toi, BP, DE, DES, Ouais, tout à fait. peu importe les formations, même dans les lycées pro. Moi, ça m'arrive parfois d'intervenir sur des lycées pro. Ouais, oui, complètement. Déjà, Mais je dès le pense que plus dès jeune le plus jeune âge, il faut inculquer ça. Et ce que je disais, c'est déjà quand vous commencez le poney, vous arrivez à 7 ou 8 ans dans un poney club et qu'on vous dit qu'il faut t'échauffer avant de monter à poney, et c'est comme ça tout le temps, et Ça devient une habitude. Et après, voilà, il n'y a, Ça fait plus partie de de son sujet. Quoi. quotidien. Oui. Ouais, exactement. Ouais. Donc je pense qu'il y a tout ce travail-là. Et après, c'est un travail de propre à chacun. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, on le fait déjà. Oui. Et après, plus il y aura de personnes qui vont le faire et ils vont adhérer à ce sujet-là, plus ce sera facile. Oui. Et si en plus la fédération de son côté arrive à inculquer ça dans les formations d'enseignants et que les enseignants le font, après, voilà, je pense que dans 10 ans, tout le monde fera du sport, tout le monde fera de la prépa et tout le monde fera des échauffements. Mais c'est un long travail parce que nous, déjà, on voit à notre âge, même si je suis plus vieux que toi, mais on a commencé le sport, on n'a jamais proposé ce genre de choses et que c'est nous, de notre propre chef finalement, qui avons mis ça en place. C'est qu'il y a quand même un petit problème. Donc il faut arriver à ce que tout le monde adhère à cette idée-là et je pense que on y vient progressivement. C'est gentiment. peut-être un travail de longue haleine, mais on y vient. Oui, il y a même des gérants de structures qui mettent ça en place de leur côté, en effet, à leur propre initiative, qui mettent en place des échauffements. Ouais, complètement. Et après, aujourd'hui, avec l'accès qu'on a aux réseaux sociaux et aux plateformes qu'on peut avoir. J'allais y venir, et tu vois, il y a même des athlètes très connus à haut niveau qui commencent à en faire un peu la propagande. On voit Karim Lagouag qui le fait depuis très longtemps. Là, il y a Pénélope Leprévost qui commence à le faire aussi. Donc je trouve ça bien de montrer cette image-là justement aux jeunes qui veulent un jour devenir comme ces gens-là, de le faire aussi et dire ok, si eux le font, il faut qu'on le fasse aussi, quoi. Et toi aussi, et c'est pour ça qu'on est là. Et oui, c'est un bel exemple aussi, tout autant que Karim et que Pénélope en fait. Pour finir, on va parler de toi en tant que coach. Ouais. Donc toi ici, tu as des clients, des propriétaires qui prennent coach régulièrement avec toi, ou peut-être aussi des clients qui viennent de l'extérieur. Ouais. Et du coup, quand tu leur donnes des cours d'équitation, tu vois un petit peu leur dysfonctionnement par rapport à leur cheval et tu les orientes après un petit peu sur un travail qu'ils peuvent faire eux-mêmes de leur côté. Alors après, ça dépend des objectifs de chacun, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que j'ai une cavalière qui a des soucis physiques, donc on essaie de trouver justement en parallèle avec ses kinés comment faire pour qu'elle soit le mieux possible et qu'elle souffre le moins possible à cheval. J'en ai où j'essaie de leur inculquer, j'ai un petit junior là qui est sur le circuit junior,
J'essaie de lui inculquer ça, justement, d'aller faire de la prépa, des étirements. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'à nouveau, là, la fédération met ça en place, c'est-à-dire que dans les stages de détection junior, etc., il leur propose de la préparation physique. Donc ça, c'est cool. Donc ça va dans la même direction. Donc toutes ces choses-là, ce qu'on disait juste avant, quoi. Si chacun met un petit peu sa pierre à l'édifice, ça va sembler normal au bout d'un moment d'inculquer ça dans son quotidien, clairement. Et après, dans les gens de l'extérieur, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à nouveau sur les stages que je peux avoir ou même les gens qui viennent de l'extérieur. On parle librement maintenant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours été comme ça. Et puis, même si je vexe, c'est pas grave. Moi, je resterai droit dans mes bottes. Et je dirai toujours la vérité sur le physique du cheval ou du cavalier. Je suis pas là pour passer de la pommade. Et voilà, je préfère être franc que commercial. C'est comme ça qu'on progresse en fait. Exactement. Voilà. Et sinon, c'est que c'était pas le bon moment, ou alors c'est qu'il faut aller changer les objectifs. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu abordes régulièrement dans ton coaching ? Par exemple, quelque chose de récurrent. Par exemple, moi, quand je donne des cours à mes cavaliers, régulièrement, je retrouve les mêmes dysfonctionnements, tu vois. Par exemple, des genoux souvent qui sont très serrés. Genoux verrouillés, voilà, main trop dure, le rapport entre la main et la jambe qui n'est pas la bonne. Moi, ce qui ressort beaucoup, c'est quand même cette notion de contact. Ce qui est, je trouve, le plus difficile à cheval à faire progresser et à inculquer aux gens. Oui. C'est cette notion de contact, parce que c'est quand même une histoire de sensation et de sentiment qu'on ne peut pas transmettre. Non. C'est-à-dire qu'un exercice de sport, on va vous dire fais-le comme ça, je peux te corriger dans ta posture, etc. Voilà, là il est parfait. Le contact entre la bouche du cheval et de son cavalier, il est unique, il est dans la sensation, donc je trouve que c'est la chose la plus difficile à transmettre. Et pour autant, c'est l'axe le plus intéressant et qui vous emmène à être le plus performant. Et c'est justement avoir la main toujours avec la bouche du cheval, d'être toujours dans cette équitation positive. Et il y a on en parlait tout à l'heure, de la dissociation des aides et justement d'être capable d'être tonique dans le haut du corps, tonique dans le bas de jambe, souple dans le bassin, souple dans les bras, la main fixe. Enfin, toutes ces choses-là qui sont complètement contradictoires, et il faut arriver à le faire en mouvement. Oui, tout à fait. Et en permanence en déséquilibre, entre guillemets. Donc, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui se travaille. Et qui peut se travailler aussi à côté de son cheval, pas que dessus. C'est un vrai travail d'introspection. Moi, je dis souvent à mes clients, sois comme tu aimerais que ton cheval soit. Ouais, tout à fait. Et en fait, tu vas vraiment voir que les cavaliers qui ont tendance à avoir une main extrêmement figée, c'est une épaule très verrouillée. Je peux te donner un exemple très, très concret que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai une cavalière qui a la chance d'avoir 3 chevaux à monter. Et sur les 3 chevaux, on a fait 3 séances en 2 jours, les unes derrière les autres, à l'obstacle. Et ces 3 chevaux, dans la frappe, quand elle venait piste à main gauche, se désunissait, se mettait pied droit sur les antérieurs et se décalait à droite dans l'obstacle. Sur le premier, je dis ok, ce cheval-là a eu un souci de santé, on peut mettre peut-être ça là-dessus, ok, très bien. Le deuxième fait la même. Je dis quand même, c'est curieux. Il arrive avec son troisième cheval, même chose. Je dis bon, ok, là on a un problème, il y a un sujet, le sujet c'est toi. Et finalement, je lui ai dit écoute, on va faire un test, tu vas venir reine longue, tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains. Elle est arrivée reine longue. Le cheval est resté droit de bout en bout, ne s'est pas décalé, ne s'est pas désuni et a sauté correctement. Et donc, concrètement, on avait mis le doigt sur le problème, ses mains. Qui, pour autant, quand je la voyais monter, me choquait pas plus que ça à l'œil. Et à nouveau, on revient sur cette notion de contact qui est très difficile à juger et à jauger, à part sur des extrêmes, on va dire, de reine longue ou de cavalier qui tire. Mais donc, cette notion de contact, on peut avoir le sentiment où c'est comme mettre ses jambes. Quand on dit, souvent, on entend les moniteurs dire « mais mets tes jambes, mets plus tes jambes ». Oui, mais je mets mes jambes. Et en fait, il y a cette notion en fait où vous n'êtes pas là à appuyer avec votre jambe ou à serrer les doigts sur les rênes, et donc c'est très compliqué. Et trouver le juste milieu et le truc parfait entre le dosage, on va dire, entre la tension dans les rênes et la notion de mettre ses jambes, elle est archi difficile. Et c'est ça qui demande tant de temps d'apprentissage. Et c'est pour ça que c'est un sport où on vieillit. C'est pour ça qu'on est de plus en plus performant en vieillissant. On voit des jeunes talents sortir, je pense en jumping par exemple, Bertram Allen qui a été un prodige jeune, etc., en sortie des juniors jeunes caves qui était incroyable. Grand passage à vide parce que le gars avait ce talent inné en lui mais n'avait pas la technique, etc., et la maturité. Donc il y a eu un passage à vide et là le gars revient, maintenant je ne sais pas quel âge il a, mais 10 ans plus tard il revient avec des bonnes performances parce qu'il a appris en maturité. Et c'est un sport où on a besoin de maturité, de longévité pour être performant. Donc c'est ça qui est hyper intéressant et qui est cool dans notre sport. C'est-à-dire qu'à 25 ans, on n'est pas cramé, quoi. Ah ouais, complètement. On est encore loin
de ce qu'on peut faire le mieux, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Oui, tout à fait. Et pour revenir à ce que tu dis là par rapport à typiquement ces problématiques de contact où moi j'essaye de me dire comment je peux aider mes cavaliers à leur faire comprendre à peu près ce que c'est qu'un bon contact. Donc j'essaie de trouver des exercices. Ouais, alors moi j'ai trouvé un truc qui est pas mal, que j'utilise. Alors soit on le fait à pied, soit on peut le faire à cheval. En fait, quand ils sont à cheval, je vais placer mes pouces en fait dans le mors du cheval pour tenir le mors, pour pas qu'il puisse agir sur la bouche. Je vais prendre les rênes avec mes doigts et remplacer la bouche du cheval. Et donner la notion de contact à la personne qui est à cheval et lui dire voilà, ça c'est bien, ça c'est trop, ça c'est pas assez. Voilà, et tu arrives à adapter en fonction du cheval, parce que chaque cheval a aussi un contact un peu différent. Ouais, complètement. Alors ça reste un peu plus généraliste de le faire comme ça, oui, évidemment, et après qu'on va adapter. Voilà, c'est surtout le discours que tu vas adapter par rapport au cheval. Un cheval qui a, on va dire, une bouche un peu dure par exemple, ou un cheval qui a une bouche un peu sensible, évidemment les deux opposés, on va avoir une notion de contact qui est un peu différente. Mais n'empêche que le contact idéal reste le même, quoi qu'il arrive. Peu importe le cheval que tu montes, peu importe la bouche que tu as. Parce qu'il y a une notion de propulsion, d'équilibre, de tension que crée le cheval dans le mouvement en avant. Et donc du coup, toutes ces choses-là, il faut arriver à les maîtriser et essayer d'obtenir ce fameux contact idéal, qui est difficile, mais qui est difficile pour tout le monde. Hein. Ouais. Il y a pas de... Oui, tout à fait. Donc ça peut aider. Ça peut aider ça à tendre aide. Et vers après, les moi, sensations. je le faisais aussi à pied. Voilà, on prend une paire de rênes, on se met face à face et je peux montrer à la personne que ce que c'est que de tirer sur les rênes par rapport à la bouche d'un cheval, l'impact que ça a. Ça, c'est le truc le plus rigolo à faire parce que justement, les gens voulaient soulever de terre. Hein. Bien sûr, complètement. Et justement, de dire on est capable de garder une tension continue parce que cette tension doit être continue. C'est-à-dire qu'on peut. Un cheval dans le fonctionnement, il a la propulsion, la tension et il doit arriver quelque part. Cette propulsion et cette tension doit arriver quelque part. Et elle arrive où ? À l'endroit le plus loin, c'est la bouche. Et donc du coup, le mors qui nous sert à maîtriser, à contrôler le cheval dans la direction également, cette notion, le cheval va venir se poser sur ce mors et venir se tendre. Et après, l'idée, c'est d'améliorer ce contact pour avoir de la rondeur, pour avoir de la facilité, de la légèreté, etc. Mais dans un premier temps, un jeune cheval de 3 ans qu'on débourre, l'objectif, c'est qu'il aille sur son mors et qu'il avance. Point. Ça, c'est le premier objectif. Et donc, on crée de la tension. Et donc après, c'est de maîtriser cette tension-là et de la rendre la plus légère et la plus agréable possible pour tout le monde. Ouais. C'est l'objectif ultime, qu'on adapte, comme on disait tout à l'heure, en fonction de chaque cheval. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un travail d'introspection, c'est une remise en question en permanence. Oui, tout à fait. Et dans notre sport, je pense que si tu arrêtes de te remettre en question, tu ne progresses plus. Oui, et je trouve ça vraiment intéressant de vraiment se dire, je fais un pas de recul, et est-ce que tous les voyants sont au vert sur le fonctionnement et sur on va dire le physique, comment ma cavalière utilise son physique. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir un cas où j'ai une cavalière qui enchaînait un parcours et sa jument dérobait à gauche. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc, quand je ne suis pas sûre, je monte sur le cheval. Ouais. Donc, j'y descends, je monte et je laissais vraiment la porte ouverte fort. Et elle ne dérobait pas. Je lui dis, vas-y, refais. Et en fait, j'ai fait beaucoup plus attention à sa posture de tête. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avançait beaucoup plus un œil que l'autre et que ça désaxait complètement le reste de sa posture. Et qu'elle ouvrait, de par ce déséquilibre, du coup, complètement la porte. Elle déséquilibrait vraiment. Sa jument n'était pas sur ses 4 pieds à l'abord, quoi. Et je lui ai dit, descends, et je lui ai dit, vas-y, regarde-moi, vraiment, fais des mouvements. Et toujours son œil, du coup, qui était le plus avancé, c'était le gauche. Et je lui ai dit, est-ce que tu as un problème de vision ? Et elle me dit, je sais pas, c'est vrai que parfois j'ai mal à la tête et tout. Et je lui ai dit, écoute, va voir quand même un ophtalmo pour checker. Et en effet, elle avait un énorme problème. Elle était presbyte d'un œil et myope de l'autre. Ah ouais. Et donc, du coup, elle a dû après mettre des lunettes et ça a changé complètement. Mais tu vois, moi, ce que j'aurais pu voir avant sur typiquement une jument comme ça et avec ce qu'on m'a inculqué un peu avec l'équitation d'avant, ça aurait été la jument elle décale à gauche, là laisse pas faire, mets ta cravache à gauche, durcis-toi, machin. Alors que il existe d'autres façons d'aborder les problèmes. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, là, on est clairement sur du bien-être animal, la remise en question, l'introspection, et donc on peut éviter des moments de conflit qui sont parfois juste dus à cette approche-là. Tout à fait. Ok, donc on va finir. Dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, ne pas faire de préparation physique, c'est un frein, voire même, peut-être même une erreur ? Ça l'est dans la recherche de la performance. Si on fait du loisir, c'est pas un sujet. Si par contre on cherche à être un sportif, faire de la compétition et progresser, ça devient un sujet. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut se bouger et sortir un petit peu de sa zone de confort.
et voilà, et essayer de progresser et d'inculquer, enfin pas d'inculquer, mais en tout cas de mettre en place un système qui vous permet de progresser, que ce soit mentalement, physiquement, parce que là on parle beaucoup de la partie physique, mais il y a aussi la partie mentale, et qui est hyper importante dans le sport de haut niveau et dans le sport en général, en tout cas dans la recherche de performance. Donc ouais, je pense qu'il faut avancer sur ce sujet-là et le rendre pas accessible, parce que ça l'est déjà, mais on va dire plus, je sais pas le terme, mais plus naturel, quoi. Il faut que ça vienne plus facilement des gens de dire ok, je pratique l'équitation, c'est un sport. C'est un sport dans lequel j'ai besoin de voir un échauffement, c'est un sport dans lequel j'ai besoin d'avoir une récupération. C'est un sport de pilotage au même titre que Ouais. la Formule 1. Voilà, les pilotes de Formule 1, vous voyez le sport que les gars ils font pour préparer à recevoir et encaisser les jets qu'ils prennent, c'est phénoménal. Donc ouais, ils ont une préparation physique hors norme aussi. Hein. Mais voilà, c'est pas parce qu'on sait tous conduire une voiture qu'on peut tous être pilote de Formule 1. Exactement. C'est pareil à cheval. Pareil à cheval. Super. On va finir là-dessus. Merci beaucoup Seb, c'était génial. Avec plaisir. Bon merci beaucoup pour ton temps Seb. Avec plaisir. Super enrichissant. Vraiment un bonheur d'entendre ce genre de discours dans la bouche d'un athlète de haut niveau, d'un cavalier de haut niveau. Merci. Chez toi c'est magnifique, l'état d'esprit, tout super agréable. C'était vraiment un plaisir. Écoute, si on peut essayer de faire changer un petit peu l'état d'esprit des gens sur notre sport, ça sera un petit pas déjà, ça sera très bien. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir.